مساء خلوجة مغربي ثانميرت غفا ولاقي محل ما نقيم ديما ديك سراجين ماتورا نسولي مس الحسي يحيى اسنتل وسراجينس ديالي اسطا نمزلا وكذا وارس قبايلي ازول في اللون مرة في مرسيوين الفرح ذمقران يقولن ذمقران يدوسي تمليلي ثقي بسقي دونك بسم الله الرحمن الرحيم. ازول في الاول نسيوين بنادم داس تيمور ذمقران تدوسي غداري ثغرياكي كريم دكتور كريم يغيب أكيد دسا شركة يضمن كثيوين و الشركة روسية يضمن ثقلا تسيسن تكنيقا نزيك يثبت لنا تبدي لي ثقي فات لي بروفيسيونيل يمعلمن. J'ai eu l'honneur de participer à la première rencontre il y a déjà 3 ans, je pense, en 2017. Et j'ai eu l'occasion aussi en fait, d'exprimer certaines visions qu'on avait à fait le réseau Astam, c'est quelque chose d'amaïloud, c'est quelque chose de nouveau. Par rapport à notre communauté, on s'entend. Les réseaux ici, c'est une culture anglo-saxonne. C'est pour ça que nous connaissons si Mazeron, si Rvaïliens, si Zaïriens en général, ou nous et les réseaux. Et même, les Français n'ont pas cette culture non plus de réseau. Voilà un petit peu pourquoi ça, c'est nouveau, la Raya Maïnouth, mais il va se mettre on va l'intégrer, on va le comprendre. C'est pour ça que à Montréal, au Canada, c'est une opportunité extraordinaire qu'on a, parce qu'on s'ouvre à la culture anglo-saxonne et on est en background aussi européen, français et amazir en même temps nord-africain. Donc normalement, même en tant qu'entrepreneur, on est outillé pour affronter les plus grands défis, même ici en Amérique du Nord. Venant d'un peuple qui a une culture de 3 millions ou plus et où il y avait donc une adversité assez importante. Donc ce que je voulais aussi vous dire, en fait, les réseaux d'affaires, ils font souvent, ils sont organisés soit via Internet, avec des capacités de communication. Il y a beaucoup de gens d'affaires qui n'ont pas besoin de se rencontrer comme ça pour s'échanger, pour collaborer. Mais il s'est avéré, il y a des études qui ont montré que ça ne remplace pas la rencontre physique, les repas. Ça me rappelle ces repas communiels qu'on faisait en Kabylie il n'y a pas si longtemps. Dans les tribus, dans les villages, c'est important pour conclure des accords, des ententes, des alliances, de partager un repas, ce qu'on appelle un repas communiel. Et les gens d'affaires, même en Amérique du Nord, ils ont récemment, il y a eu des études qui montrent que 95% de gens d'affaires préfèrent encore la rencontre physique à la rencontre virtuelle. On peut faire un mix des deux aussi. Donc c'est important. Surtout que les Nord-Africains, c'est nouveau. On a besoin de ce contact-là, peut-être pour raffermir les liens qui nous unissent. Voilà. Ensuite, maintenant je reviens à l'esprit communautaire. En fait, le business, c'est bien, mais comme vous savez, c'est un mot aussi,
on est très attaché à notre culture et la diaspora durant cette période, je dirais, de crise, une phase assez critique que traverse notre pays d'origine. Et les diasporas, que ce soit ici ou en Europe, essayent tant bien que mal d'apporter leur contribution pour essayer de sortir de cette crise-là, de traverser cette période. Et je pense qu'on l'a vu tous sur le terrain, il y a des associations, généralement, beaucoup d'associations. Ici ou ailleurs, c'est souvent des associations culturelles à but non lucratif, qui n'ont donc, par définition, aucun moyen efficace d'intervenir ou d'aider. Donc, c'est toute la raison d'être, en fait, de ces organisations, un peu sous forme de réseau, si on veut être efficace et apporter une contribution. Et je suis très content, en fait, on est en train de vivre ici, peut-être que vous n'êtes pas conscient, mais à Montréal, on est en train de vivre des moments, je dirais, un peu historiques dans ce lancement des réseaux. J'ai regardé, par exemple en Europe, je viens de passer, il n'y a pas longtemps, une année sabbatique. C'est même pas à l'ordre du jour, les réseaux. Et puis, nos diasporas sont éclatés, malgré, même s'ils sont nombreux, beaucoup plus nombreux en Europe, il n'y a pas de solidarité. Il y a des valeurs qui nous caractérisent pourtant. Ces valeurs-là se sont effondrées, se sont émoussées. Les valeurs je parle de nos valeurs traditionnelles. Et on n'a pas su inventer ou se renouveler nos valeurs. Je pense que la diaspora, on doit réfléchir un peu à ça aussi et revisiter nos valeurs anciennes et les mettre à jour, les dépoussiérer et les adapter à la période actuelle. On entend souvent parler, surtout, on se critique les uns des autres. Il n'y a personne qui est épargné, que ce soit des politiciens, que ce soit des chanteurs, vous connaissez tous, je ne vais pas les répéter ici. Ces dernières décennies, ils sont tous passés à la critique. Que ce soit Magillat qui applaudit Bouteflika, que ce soit Takfarinas qui partait là avec l'équipe nationale, que ce soit Yidir qui fait un tournée là-bas, que ce soit Saïd Saadi, que ce soit... Tous, ils sont passés. Et en plus, on se critique, on se tire dans les pattes. Tel il est du RCD, du FFS, vous connaissez toutes ces chansons-là. Maintenant, du MAC aussi, on tire sur le MAC, à boulet rouge. Mais les gens qui critiquent comme ça, ils se réfèrent à quoi? Ils se réfèrent, est-ce qu'il y a un référentiel? Est-ce que nous avons une charte des valeurs kabyles qu'on doit citer à ce moment-là Avant de critiquer comme ça, il faut d'abord réfléchir, il faut retrousser les manches et dresser une charte aussi des valeurs kabyles si on veut porter un jugement sur un autre. Il n'y a pas de faux kabyle ou de KDS ou de X ou Y. À ce moment-là, on n'en finira pas, on ne s'en sortira pas comme ça. Il faut s'asseoir sereinement, surtout la diaspora comme la nôtre, qui a pris du recul dans l'espace et dans le temps. Donc, on est bien placé pour voir ces valeurs-là, comme j'ai dit tout à l'heure, les revisiter et les mettre à jour. Parce que nous avons des valeurs aussi qui sont dépassées. Enfin, si on se réfère au modèle ancien des valeurs du siècle dernier, Mounir Bahabri, je pense qu'il avait cité ces valeurs du système ancien. Au siècle dernier, la charte des valeurs kabyles, c'était, je vais vous les citer, il y avait à l'échelle des codes de la société traditionnelle, il y avait 3 paliers. Il y avait l'Uqam, la voie droite, donc en principe à la portée de tous, et donc exigible de chacun. L'Uqam, la voie droite. C'est la Taqbaylit. Taqbaylit, c'est pas la langue aussi. Ça, on se trompe souvent aussi, on dit que c'est Taqbaylit, parce qu'il y a Taqbaylit, on pense que c'est Taqbaylit. Non, Taqbaylit, c'est le code. C'est un code de déontologie, un code kabyle de déontologie. Un code de comportement, un code d'éthique. C'est là ça. C'est là après, il y a la Muslim. La Muslim, c'est
la sagesse, c'est la sagesse à base de science. Donc celui يخدم اللقان قراصي درجز العالي السقيف راه c'est-à-dire c'est une honnête personne. Mais comme l'antilawin d'Agui que je respecte beaucoup, السقيف si on veut remplacer ça, on dit Damdal l'ali, pourquoi Dargaz? Damdal l'ali. Il y a aussi celui qui suit Taqbayli, on dit Dargaz tout court, mais on peut dire Damdal, celui qui suit Taqbayli. Et l'adepte de Tamousni, la Mousna ou la Tamousna. Ça, c'était donc le code ancien de nos valeurs. Et c'est cité dans le Maghreb. Mais comme vous le savez, notre société a été déstructurée. D'abord ça a commencé avec la colonisation française, ensuite la colonisation, je dirais, arabo-islamiste depuis 1962. Ils nous ont rien laissé, ils nous ont complètement démoli. Cette organisation a commencé par Tajmad, ok? Ça a été complètement déstructuré. Et puis ces valeurs avec, ils sont partis en fumée. Avec, tout à l'heure, on parlait de l'arabisation depuis 1962, qui a vraiment fait beaucoup de dégâts chez nous. Et Tajmad, par exemple, l'assemblée du village, villageoise, il est remplacé dans certains villages, pas tous, certains villages les plus avisés, ils ont fait des comités de village. Mais ces comités de village, ils sont en train de remplacer un petit peu l'assemblée villageoise, la Tajmad. Et il y a des villages comme, je pense, Zoufga, il y a 2 ou 3 villages là, qui sont connus pour être hyper organisés, bravo. Et ils gèrent beaucoup de. Ils créent même, je dirais, de la richesse localement. Et ils ont embarqué avec eux la diaspora. Ils ont un comité d'immigration, comme Zoufga, qui les aide, qui aide ces comités de village financièrement, qui les aide moralement, etc., qui même au niveau d'idées, qui leur transfère des idées, ce qui n'est pas mal. Mais comme je vous ai dit, c'est très peu de villages, malheureusement, qui ont des comités de village aussi efficaces. Donc c'est à réfléchir aussi, cet état de choses. Mais pour revenir à la charte, comme je disais tout à l'heure, il faut aussi commencer à réfléchir, créer un comité peut-être qui va commencer à réfléchir à ça. Ce que je voulais dire aussi, pour ces réseaux, les réseaux, ça a commencé aussi. On ne peut pas dire que c'est négatif. Par exemple, depuis qu'on a lancé celui-là, il y a 3 ans, je vois qu'il y a maintenant, dans la diaspora, il y a le congrès mondial à Mazir, mais ça n'a pas la même finalité, je vais y revenir. Il y a le congrès des Kabyles du Canada qui s'est créé aussi entre-temps. Il y a la fondation Kabyle pour la science en Europe, avec le Dr Boutema. Il y a la maison de l'Union méditerranéenne avec le Dr Dahmani à Paris, ancien de France Plus, et qui active beaucoup autour de la Méditerranée aussi. Et il y a l'organisation aussi des entrepreneurs kabyles. Voilà ce que j'ai relevé un petit peu, de modèles qui sortent un peu du carcan associatif et qui peut avoir donc un certain impact, je dirais, sur la diaspora. Mais il faut que cette diaspora se parle entre elles aussi. Il peut établir des partenariats d'affaires aussi. Je m'adresse ici à des gens d'affaires et je viens de passer, comme je vous ai dit, un certain temps en Europe et je sais qu'il y a un potentiel énorme de partenariats possibles avec les gens d'affaires d'ici et de là-bas. Mais comme vous savez, on est plus pragmatique en Amérique du Nord. Donc c'est plus facile. Tout à l'heure, j'ai vu la conférencière précédente vous a présenté un business plan, un plan d'affaires, comment monter même un plan d'affaires. Ici dans la salle, il y avait tout à l'heure un jeune qui est flambant neuf, là, de Sherbrooke, il est là-bas, qui a un super projet en intelligence artificielle,
Donc tout ce qui lui manque, c'est de monter un plan d'affaires pour aller chercher du financement. Il y a des financements des capitaux de risque ici à Montréal, c'est une voie, mais ce n'est pas celle que je privilégierais. En ce qui concerne, vous êtes tous ici des gens d'affaires, des femmes d'affaires et des hommes d'affaires, et ces opportunités de la diaspora, là, je pense que vous pourrez investir aussi là-dedans. Il faut penser à ces termes-là. Il faut penser en tant que diaspora, en tant que communauté, et si on n'a pas la capacité, nous sommes peut-être une centaine ici, de créer une petite entreprise en intelligence artificielle, ça veut dire qu'on a un problème. On a un problème. Écoutez, il faut vraiment être ambitieux. Hein. Vous avez fait la preuve, c'est pas à moi de vous donner des leçons, vous avez réussi ce que vous avez entrepris. Et je pense qu'ici, il faut saisir juste d'autres opportunités. Il y a l'intelligence artificielle, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire comme ce qu'on appelle l'économie solidaire ou l'économie communautaire. Au Canada, on appelle ça l'économie communautaire. En Europe, ils appellent ça l'économie solidaire. C'est quoi l'économie solidaire? C'est d'investir au sein de la communauté aussi et d'avoir des retombées. C'est ce que vous faites. Karim Eri l'a expliqué tout à l'heure. Qui sponsor. Si vous n'étiez pas là, je pense que la moitié des activités socioculturelles à Montréal, Kabyle ou à Mazir n'auraient pas eu lieu. Okay? Ça, c'est bien. Maintenant, on peut aussi viser plus loin. On peut viser à aider les gens au travail. Ici, peut-être, on n'a pas la même nécessité, mais nos compatriotes ou notre diaspora en Europe, elle, on a un besoin critique. Et ce que je voulais en fait partager avec vous, c'est on peut créer une compagnie, peut-être deux ici, peut-être même compagnie pilote, pour recruter des jeunes Kabyles essentiellement. Donc on peut même innover, imaginer quelle activité qui va être spécifiquement pour les Kabyles, pour les aider. En fait, c'est ça l'économie solidaire. C'est pas en parlant de solidarité, c'est pas juste autour d'un couscous ou des soirées artistiques. Je pense que si on veut vraiment survivre, pas survivre seulement, parce qu'il y a une culture de survie, c'est ce qu'on a fait jusqu'à date, mais si on veut se développer et puis aider notre pays d'origine, la Kabylie, vous savez tous la situation critique où elle est, on l'avait tous brûlé, impuissant. L'été passé, chaque été, elle est soumise à un saccage et tout ça. Et on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas un lobby, on n'a pas des reins solides. Malheureusement, c'est comme ça qu'on peut influencer. Nous sommes nombreux, je dis bien, mais il faut qu'on s'entraide. Et on peut établir un partenariat avec la diaspora en Europe en utilisant nos facilités ici. Et si on crée, par exemple, je donne juste ça comme exemple, la compagnie sur l'intelligence artificielle ici, il n'y a rien qui nous empêche, dans un mois, de créer des filiales dans toutes les capitales européennes où il y a des Kabyles et de recruter spécifiquement des Kabyles. On peut penser à notre business. Je viens de revenir de Marseille, il y a un restaurant magnifique à Marseille, le Cachtel, il s'appelle, Bouzguel. Il est passé plusieurs fois dans toutes les télévisions européennes. En tant que gens d'affaires ici, je vous donne juste l'idée. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un modèle de restaurant comme celui-là et de faire des franchises dans toutes les capitales européennes et de recruter du personnel kabyle et d'utiliser des produits kabyles? Voilà, ça serait de l'économie solidaire ou de l'économie communautaire. Et puis ces jeunes-là, je vous le dis, ceux qui ont la Kabylie ou la mazérité dans le cœur, là, ils vont vous le rendre si vous les aidez. Ils sont actuellement aux abois. Il y a des clandestins, comme vous savez, il y a des haragas. Il y a des jeunes filles qui sont à l'université pour survivre. Ils n'ont même pas de travail en Europe. Et j'ai rencontré des jeunes comme ça qui ne demandent que ça. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à ce genre de partenariat. Ici, je connais peut-être moins les besoins, mais en Europe, je vous le dis, c'est vraiment assez criant. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, la communauté libanaise. On a ici un laboratoire à Montréal.
à chaque fois que je vais à Adonis, je suis frustré. Je vois que tous les personnels libanais qui travaillent, des caissières jusqu'aux produits même phéniciens qui sont faits chez eux. Eh ben, ça fait travailler je ne sais pas combien de personnes là. Nous, ici, on commence. Je n'ai pas été encore au marché de mon village, là, apparemment, il y a un marché ici, mon village. Mais c'est tant mieux s'il existe ça. Il faut les multiplier, il faut, je pense, pas les encadrer, puisqu'ils ont déjà eu l'idée, mais multiplier ce genre d'initiative d'économie solidaire de la diaspora. Un autre point que je voulais aussi partager avec vous, c'est concernant la culture maintenant. Il y a ici, je pense, des gens qui envoient leurs enfants à l'école Kabyle de Montréal. À Québec, ils ont aussi l'école Azad. Oui, il y a Mourad, je l'ai vu tout à l'heure ici, là. Et puis, il y a peut-être à Ottawa. Mais vous savez, la langue des enfants, si ils ne comprennent pas, je pense que ce n'est pas suffisant que ça soit parlé par des parents à la maison, là, pour les motiver. Hein. Il faut voir plus loin. Et j'ai un projet peut-être à mettre en place, là. Il faudrait voir quelle association qui s'intéresserait à ça. C'est un projet d'échange de voyage culturel ou sportif avec la diaspora kabyle d'Europe. Et j'ai spécifiquement négocié même un projet pilote d'échange avec des Kabyles de Marseille, parce que Montréal, avec l'hiver qu'on se tape ici, je me suis dit envoyer des jeunes à Marseille, ça serait très bien reçu. Donc il s'agit de... J'ai actuellement à Marseille une trentaine de familles kabyles qui sont prêtes à accueillir des enfants, des Kabyles de Montréal. Et on fera l'échange. Et ces familles-là vont recevoir des enfants aussi ici. Ça va être encadré, les modalités, ça reste tout à définir là, mais l'accord de principe est acquis. Peut-être même ces écoles, justement, qui enseignent Tarvaïli, le Kabyle, à Montréal, à Québec et à Ottawa, on peut très bien, comme exemple là, offrir de sponsorer les premiers élèves de Tamazirt à Montréal, à Québec et à Ottawa, et de les envoyer en échange à Marseille. Et ils vont rencontrer des jeunes Kabyles là-bas, qui maîtrisent Tarvaïli aussi, et qui vont les impressionner, et puis ils vont développer des amitiés aussi, ok? Et ils sauront que quand ils apprennent le Kabyle ici à Montréal, qu'ils ne sont pas les seuls, et qu'il n'y a pas qu'en Kabylie qui peuvent parler Kabyle là. Ils vont en Europe, ils vont aussi être accueillis dans les grandes capitales européennes, par des compatriotes à eux, et puis ça va créer une espèce d'émulation, à mon avis. Donc ça, c'est une chose aussi, c'est un projet qu'on pourrait lancer comme projet pilote. S'il y en a qui sont intéressés, je pense qu'ils sont bienvenus. Et d'autant plus que ce projet-là, il y aura des sponsors, mais il y aura aussi des demandes de subventions. Nous allons inscrire ça dans le cadre de la francophonie. Il y a des échanges. L'année passée, j'ai rencontré des enfants belges qui étaient venus ici à Montréal pour je ne sais pas quoi, là, une semaine. Ils étaient tous subventionnés par la communauté francophone. Et nous sommes francophones aussi. Si on n'est pas capable d'utiliser les opportunités comme ça, alors on a aussi un déficit. Et vice-versa, les gens à Marseille vont aller chercher des fonds européens aussi pour aider ces jeunes-là. Ça peut être aussi un club, on peut monter une équipe, il y a des gens qui jouent au soccer ici. À Marseille, c'est le soccer, c'est la ville du soccer. Ils peuvent aller faire un tournoi à Marseille. Et puis, une espèce de jumelage qu'on peut établir comme ça, là, avec Marseille, et peut-être d'autres villes par la suite. Voilà, et puis, la charte de ces valeurs-là, comme je vous dis, j'y tiens absolument parce qu'actuellement, notre diaspora, notre communauté, elle s'est comme un peu chicanée avec elle-même. Les gens ne s'entendent pas, vous savez tout ça là. Donc il faut vraiment mettre ça sur la table et créer une dynamique autour de ça, et être intransigeant. Les valeurs kabyles, voilà, les nouvelles valeurs là, c'est par rapport à ça qu'on va jauger, qu'on va juger ou autre là. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Et ces nouvelles valeurs, il faut vraiment impliquer aussi, comme je dis, des valeurs modernes. Hein. Il ne s'agit pas de revenir aux valeurs archaïques ou voilà, à certains archaïsmes de nos anciens. Par exemple, l'acceptation
la laïcité, les droits de la femme, les droits de l'enfant, tout ça doit être mis à jour. Sans ça, les futures générations, on va les perdre. On a déjà perdu pas mal. Certains vont se retrouver avec l'intégrisme islamique, d'autres vont se fusionner ici, soit en Amérique du Nord ou en Europe, mais ils ne voudront même plus garder le contact avec la famille. Parce qu'on leur offre un modèle qui n'est pas adapté. On les amène ici, on les fait ici en Amérique du Nord, et on leur offre un modèle du Moyen-Âge comme mentalité, etc. Ça ne tiendra pas. Avec l'Internet, veut pas, vous allez les perdre si on continue comme ça. Donc autant avoir le courage, notre génération, c'est nous qui assumons la transition. Et il faut avoir le courage de le faire. Sinon, on va manquer à notre mission même, je dirais, historique. Voilà, je terminerai sur un petit poème, je vois que vous avez faim, sur ces réseaux, إصدوا. ناس ما ناوتما اللي كذرتيلا أرتيلا نعطيسيس لكن تخرمت أكبر اللي كذرتيلا تسليتني زضوا قد شفت يسل كيما خاص يقول النار يفضل ينفزع لي ثمورة ما نزدين أعتقد تزمت غلغر في السماء في السماء ذو الذرين ما يقلا ما تشي كان دي بشكل فوالا سي جوست ان بتي بوان فالميرث الوان الكلي ما إلا quelqu'un vous poser une question je pense que je pourrais répondre à quelques-unes. Oui. Est-ce qu'on peut prendre des questions? Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la présentation. C'est très constructif et formateur à la fois. J'ai juste un questionnement quand vous parlez d'économie locale, de créer des entreprises avec un concept local, restauration kabyle, puis de faire travailler les Kabyles, de faire travailler les gens de la communauté. Moi, j'avoue que ça m'inquiète un peu. C'est quoi la limite avec la ghettoisation des communautés? Évidemment, il y a un petit risque là. Et c'est l'argument qu'avancent par exemple les Français en France pour éviter tout développement communautaire. Ils disent que ça va faire des ghettos. Moi, je n'ai pas cette inquiétude-là. Comme je vis ici, ça fait longtemps que je regarde, je n'ai pas l'impression que la communauté italienne vit dans un ghetto, ni la communauté libanaise. Le contexte ici au Canada, c'est très différent de l'Europe. Nous avons les mêmes droits, donc on ne peut pas. On est ouvert, il faut rester ouvert. Ouvert à la société d'accueil, ouvert à l'international, et puis, mais aussi être solidaire avec sa communauté. C'est pas contradictoire. Il faut trouver un équilibre, évidemment. Vous avez raison, il n'y a pas de limite claire, hein, mais je pense qu'en s'inspirant de la communauté libanaise, on a vu par exemple eux aussi comment ils ont soutenu des manifestations au Liban, hein, bien plus que nous le faisons en Montréal actuellement. Ils sont organisés, mais ils sont bien intégrés aussi. Moi, j'ai jamais vu, par exemple, vous allez à Tunis, il y a plus de clientèle canadienne que de clientèle libanaise. Donc ils sont intégrés. Et nous, on a la même capacité en tant que Kabyle surtout. On a des moyens extraordinaires à titre individuel, donc on peut se faire intégrer, en même temps, pas se faire intégrer, mais se faire être ouvert, rester dans l'ouverture et faire cette économie solidaire.
Et comme je vous ai dit, peut-être en détail, c'est surtout par rapport à la diaspora qu'avec bien en Europe. Je pense qu'on a tout à gagner à élargir cette ouverture-là vers cette diaspora qui a besoin, et puis qui va nous retourner aussi. Hein. C'est nos frères, et aussi c'est Kabyle, hein. Et je pense qu'ils ont besoin d'eux. Et ça ne coûte rien. Il y a une compagnie ici, parce que légalement, ils ne peuvent pas faire ça, mais en France, c'est très difficile. Créer une compagnie. Ils ont des difficultés administratives, des difficultés aussi de mentalité, hein, c'est pas la même mentalité qu'ici. Donc ils n'arrivent pas à décoller. Par exemple, je me rappelle la région parisienne, la plupart des restaurants étaient détenus par des Kabyles il y a peut-être une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ils ont tous été rachetés par des Vietnamiens ou des Chinois. Parce qu'ils ont été incapables de créer un réseau ou de se solidariser entre eux. Je pense qu'ils ont besoin de notre expertise aussi, ces Kabyles-là. Et pourquoi pas, si on fait des échanges, c'est un peu dans ce sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Non? Ce que je voulais dire, la base de tout, c'est l'éducation. Okay? Moi, si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je considère que l'éducation est la base de tout. À ce moment. Oui, je suis de taille. Voilà. Dans ce contexte-là, le nombre d'enseignants kabyles et algériens en général est incalculable, avec des compétences extraordinaires. Quand on va dans les écoles publiques ou privées, on trouve plein d'élèves kabyles et algériens et maghrébins. Comment il y a des gens qui ont des capitaux, qui ont l'argent. Comment on n'a pas pensé à créer une école kabyle, algérienne, maghrébine, on peut l'appeler comme on veut. Où est le problème? Hein? Où est la pièce manquante? Merci. Pour l'école kabyle, enfin pour l'école algérienne ou kabyle, je pense qu'il y a des... Là, je ne parle pas d'école pour la langue. Une école qui enseigne le programme québécois avec un apport de Snazir, je ne sais pas quoi. Parce que créer une école privée, il faut apporter quelque chose qui n'existe pas dans le public. Les écoles juives, c'est la religion juive. Les écoles musulmanes, il y en a plein. Et ils apportent la religion musulmane, ou bien ils enseignent l'arabe, etc. Et là, les Kabyles n'ont jamais pensé à créer une école digne de ce nom, qui enseigne le programme québécois avec une touche un peu particulière, en rajoutant un désir ou autre chose. Merci beaucoup. C'est une excellente suggestion. Effectivement, on n'a pas d'école de ce genre encore, à ma connaissance. C'est un déficit qu'il faudrait y réfléchir aussi. Parce que la nature a horreur du vide, comme disait quelqu'un tout à l'heure. Certains vont envoyer leurs enfants dans des écoles musulmanes ou algériennes, globalement, ou arabes, etc. Et c'est le résultat de ce déficit-là. Il faudrait y songer aussi. Enfin, on a beaucoup de choses à bâtir. Hein, donc, il y a beaucoup de défis en tant que diaspora, si on veut
réellement se hisser au rang des diasporas qui se trouvent ici à Montréal. Je parlais des Libanais ou des Juifs ou d'autres, des Italiens. Mais je crois que c'est possible. Une école, c'est pas très compliqué. Il y a déjà l'école d'introduction ou d'enseignement de la langue kabyle. C'est déjà pas mal, mais je vois un peu votre projet d'école plus large, qui va insuffler aussi la culture et la civilisation kabyle. Peut-être qu'il faut changer ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Je crois qu'ils ont trop faim. Ok, alors, terminez tout le monde, encore une fois. Et